Alors, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette troisième édition Hangout en de votre expérience utilisateur. Je m'appelle Valentin Chakordien, je suis le responsable des partenariats Google France. Et aujourd'hui avec moi Jean-Yves Salah. Bonjour. Nous accueillons aujourd'hui directeur du site Extrablog. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour expliquer tous les principes de votre expérience utilisateur. Nous aborderons plusieurs thèmes importants, notamment comment comprendre vos utilisateurs et surtout comment les engager. Un point important aujourd'hui à souligner. Un événement qui sera la possibilité, bien sûr, de poser des questions en direct, à la fin, simplement. N'hésitez pas à poser vos questions. Mais tout de suite, sans plus attendre, Jean-Régis, est-ce que tu peux nous parler de justement les différents moyens pour comprendre vos visiteurs? Eh bien, merci Valentin et merci à tous d'avoir rejoint ce Hangout sur YouTube et sur Google+. Alors en fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'expérience utilisateur, qu'est-ce qu'on entend derrière ça? En fait, l'expérience utilisateur, il faut vraiment le comprendre comme chaque interaction directe ou indirecte entre votre site et vos internautes. Et en fait, au niveau de l'expérience utilisateur, on peut identifier 8 dimensions principales. Vous voyez sûrement à l'écran là en live. Donc premièrement, on a tout ce qui est design visuel. Ensuite, tout ce qui est facilité d'utilisation et accessibilité, fonctionnalité, plateforme, voilà, desktop, mobile, tablette, etc. Support client, ça peut être l'avant-vente, après-vente et même directement l'expérience après un acte d'achat si vous avez un site de e-commerce, par exemple. Contexte utilisateur, architecture de l'information et bien évidemment le contenu qui est l'enjeu clé de votre site et qui permet de rendre votre site unique. Donc l'expérience utilisateur, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas toujours évident de prendre de la distance par rapport à ça, et puisque aujourd'hui vous êtes les fondateurs de votre site, et l'idée c'est de pouvoir aujourd'hui pendant une heure prendre du recul par rapport à votre site, par rapport à vos domaines, et de vous poser plusieurs questions. Donc, la première question que vous pourriez être amené à vous poser, c'est aujourd'hui, quels sont vos utilisateurs? En fait, c'est quelle est la cible à laquelle vous souhaitez vous adresser? Ou alors, est-ce qu'il y a plusieurs cibles? Et éventuellement, est-ce qu'il y a une possibilité de segmenter les différents cibles d'utilisateurs que vous souhaitez adresser? Donc, une fois que vous aurez identifié ces différentes cibles, la question à se poser, c'est finalement quels sont vos objectifs derrière cette approche marketing, et que souhaitez-vous faire accomplir à vos utilisateurs sur votre site? Donc, est-ce que c'est un acte d'achat? Est-ce que c'est la consultation de différentes pages? Donc, vraiment, aujourd'hui, quelle est votre position stratégique et quelles sont vos attentes par rapport à vos internautes? Donc, une fois la cible identifiée et vos objectifs clairement définis, la troisième question importante, c'est aujourd'hui, quelles sont les motivations, les raisons pour lesquelles, en fait, vos internautes viennent sur votre site plutôt que sur un site concurrent, et concrètement, qu'est-ce qui fait la différence de votre site en termes de positionnement sur le web français aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vos webmasters ou vos équipes techniques peuvent collecter beaucoup d'informations quantitatives ou qualitatives, et l'idée, c'est de vraiment pouvoir rassembler toutes ces informations-là, et de pouvoir en tirer le maximum de profit. Alors, après s'être posé ces trois questions clés, qui est le point de départ, qui sont le point de départ finalement de l'utilisateur, de l'expérience utilisateur. La prochaine étape vraiment, c'est réécouter ou se forcer à vraiment écouter vos utilisateurs. Par conséquent, ça passe par différentes approches qui peuvent être tant quantitatives que qualitatives. Et vous avez plusieurs leviers aujourd'hui qui existent, et peut-être même que sur votre site aujourd'hui, vous avez différents canaux d'engagement avec vos utilisateurs. Et par exemple, d'un point de vue quantitatif, ça pourrait être tout ce qui est, là je vais commencer par la fin, mais tout ce qui est Google Analytics ou des tests AB pour vérifier
si vous voulez, donc la pertinence donc, de certaines implémentations. Également, d'un point de vue qualitatif, il y a également des formes beaucoup plus individuelles d'engagement, comme par exemple les sondages en ligne, organiser des groupes de discussion, pourquoi pas également donc, des interviews avec certains leaders d'opinion ou donc, certains responsables de communautés en ligne sur vos pages, sur vos sites. Et également, donc, vous le savez, aujourd'hui, les médias sociaux ont une place prépondérante dans le web de nos jours. Et donc, vraiment vérifier aussi la perception de votre site que peuvent en avoir donc, les utilisateurs. Donc, aujourd'hui, je dirais que le principal challenge, c'est vraiment en fait donc, réduire ce décalage entre la perception et la vision de votre site et la perception réelle perçue par vos internautes, et donc de faire en sorte que ce soit le plus aligné possible afin donc de leur offrir toujours donc le même objectif, donc la meilleure expérience utilisateur possible. Alors on l'a vu, donc écouter vos internautes est très important, et également donc l'idée c'est de mieux comprendre en fait leur comportement sur votre site. Donc là en fait on arrive vraiment à une partie stratégique, une partie très importante. Donc l'idée, en fait, on va analyser les 9 métriques importantes, les plus prépondérantes, donc qui vous permettent en fait de mieux comprendre en fait le comportement et l'attitude de vos internautes sur vos différentes pages. Donc pour ce faire, en fait, on va utiliser un exemple un peu fil rouge. Donc on va prendre l'exemple d'un site d'information français, et donc on va reprendre les différentes métriques. Donc la première question à se poser, c'est d'où viennent mes internautes? Puisque aujourd'hui, ils arrivent sur mes pages soit à partir donc, des moteurs de recherche, ou alors donc est-ce que c'est plutôt via des liens sociaux, du sponsoring, de l'affiliation, etc. Donc aujourd'hui, par exemple, comprendre la provenance d'un trafic pour un site d'information, ça peut être de dire est-ce qu'aujourd'hui ma notoriété est telle que les internautes arrivent directement sur ma page d'accueil puisqu'ils recherchent mon site en termes de notoriété spontanée, ou bien alors est-ce qu'ils ont plutôt donc recherché des mots-clés, par exemple la situation économique en France, et par conséquent sont arrivés sur des articles de presse de mon site qui parlent donc de la situation économique en France. Une deuxième métrique très importante, en fait, donc, ce sont l'ensemble des mots-clés qui vont être utilisés par les internautes pour accéder à votre site. Et aujourd'hui, donc l'idée, c'est de faire un travail d'introspection et donc de vérifier, de s'assurer qu'effectivement, donc certains mots-clés sont beaucoup plus attractifs ou drivers de trafic pour votre site. Donc, imaginez toujours ce site d'information. Supposons donc qu'il ait une page finance, une catégorie finance soit prépondérante. Donc, en fait, on peut imaginer que des mots-clés relatifs au monde de l'entreprise, de la finance, etc. Donc, peuvent être des mots-clés déclencheurs et donc drivers de trafic pour ce site en question. La troisième métrique importante et fondamentale à analyser, donc, ce sont les pages de destination. Et aujourd'hui, on s'est posé la question, quelles sont les principales pages d'entrée pour mes internautes? Est-ce qu'ils ont plutôt tendance à arriver donc, sur les pages forums, à débattre sur l'actualité sociétale et économique aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt arriver sur cette page d'accueil de par ma notoriété, etc. Une quatrième métrique importante, donc c'est évidemment une métrique avec laquelle j'imagine que vous êtes familier aujourd'hui, donc c'est le taux de rebond. Et le taux de rebond, on comprend vraiment comme en fait le degré d'affinité entre votre site et les internautes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, un taux de rebond très élevé, 40, 50, 60%, en fait, va traduire finalement donc le peu d'affinité entre la recherche d'informations de l'internaute et le contenu proposé par le site. Donc, dans l'exemple d'un site d'information, imaginez que l'internaute recherche des informations propres à la situation économique en France. Donc, si jamais, les articles ont très peu de rapport en fait avec ces informations recherchées, alors en fait, on prend le risque donc d'avoir un taux de rebond élevé et par conséquent donc d'avoir ces internautes-là rechercher donc la même information, mais donc sur un moteur de recherche et repartir donc en quête d'un site qualitatif et donc qui répond à ces demandes d'information. L'idée derrière, c'est quoi, Jean-Yves? C'est justement de créer du contenu ou de mettre en place des plans d'action pour justement faire descendre ce taux de rebond. C'est bien le principe aujourd'hui. Surtout par rapport à Google Analytics, c'est prendre action justement sur ces métriques. Un taux de rebond qui est élevé,
c'est un problème et il faut faire quelque chose. Si vos pages de destination ont des taux de rebond élevés, profitez-en pour travailler sur ces pages de destination et pour améliorer le contenu, tout simplement. Donc ça, c'était une dimension importante au niveau donc, de la compréhension de vos internautes. Un autre point important, en fait, donc, c'est analyser et comprendre finalement donc, le chemin de l'utilisateur. Et donc, dans notre exemple, le fil rouge du site d'information, aujourd'hui, donc, c'est comment se comporte l'internaute. Est-ce qu'il a besoin donc d'avoir 5 clics avant donc d'accéder à l'information, ou alors est-ce que l'information est facilement accessible et par conséquent donc son chemin est davantage facilité et donc son expérience de navigation soit embellie. Sixième donc point important, donc c'est tout ce qui est l'engagement. Aujourd'hui, en fait, dans quelle mesure les internautes et de ce site d'information sont engagés, se sentent concernés. Donc, par exemple, ça peut passer par le nombre de commentaires ou le nombre de sujets postés sur un forum ou le nombre de souscriptions à une newsletter. Donc, l'ensemble de ces métriques-là, finalement, donc, in fine, traduisent donc, de l'engagement plus ou moins fort des internautes avec le site en question. Autre dimension, donc la septième dimension, donc c'est la loyauté. Et donc aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez une audience qui est fidélisée, ce qui signifie que finalement il y a aussi une fréquence de visite régulière. Et par conséquent, donc vous avez un retour de ces visiteurs sur vos pages à fréquence régulière. Donc l'idée derrière ça, c'est pas seulement d'avoir un contenu, disons, dans une relation un peu one shot, et donc le visiteur va sur votre site une seule fois et donc ne revient plus dans le futur. Donc vraiment d'avoir cette relation un peu plus intime et donc une fréquence de visite beaucoup plus régulière. En fait, on va avoir vraiment deux stratégies aujourd'hui. On va avoir des sites qui vont avoir une stratégie justement basée sur la loyauté, qui vont vouloir garder un maximum leurs utilisateurs. Et là, pour le coup, la métrique de loyauté est importante. Du coup, mettre en place des systèmes d'affiliation, de fidélisation, etc. sont des points à mettre en place. Puis aussi, on a d'autres sites qui, au final, ne sont pas intéressés pour garder leurs utilisateurs. Ils peuvent avoir 90% de nouveaux visiteurs chaque mois. Ça ne leur pose pas de problème. Ils sont toujours dans cette stratégie d'acquisition de nouveaux visiteurs. Voilà, donc ça dépend en fait de votre business model. Mais si votre business model est plutôt complémentaire à ce type de stratégie, n'hésitez pas à mettre en place les bonnes actions. Tout à fait. Également, donc, une métrique importante, donc ça peut être, donc que vous pouvez toujours consulter donc via des outils comme Analytics. Donc c'est tout ce qui est la provenance géographique de votre audience. Donc, par exemple, si aujourd'hui ce site d'information a majoritairement une audience française, mais donc en consultant Analytics ou Webmaster se rend compte que finalement la population belge également est grande consommatrice de ce site d'information. Par conséquent, ça soulève des enjeux d'un point de vue business, donc à l'échelle de votre modèle économique. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y aura une raison économique, justement, donc de lancer par exemple une URL belge, ou bien alors donc d'engager avec des annonceurs belges pour justement commercialiser des espaces publicitaires donc dédiés justement au trafic belge. Voilà. Donc en fait, on voit que et donc là, enfin, je pense que l'exemple de la géographie et de la loyauté donc sont des exemples très probants. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces métriques clés et donc d'en tirer des enseignements à l'échelle de votre modèle économique et donc d'avoir des décisions stratégiques qui sont vraiment basées sur des données objectives. Donc on est plus sur le ressenti, on est plus sur sa propre perception, sa propre vision, on est vraiment donc dans le factuel. Et donc on va terminer avec donc la dernière métrique importante. Vous le savez donc aujourd'hui, enfin depuis quelques années, donc le mobile est destiné à une croissance exponentielle et c'est déjà le cas, c'est déjà l'an dernier, depuis l'an dernier, donc le mobile explose. Aujourd'hui, donc, si vous vous rendez compte que, par exemple, le trafic mobile et sur tablette représente plus de 15 à 20% de votre trafic net, pourquoi pas se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, lancer un site mobile ou lancer une application ou recoder ses pages en responsive design, ça n'a pas une raison d'être, dans la mesure de toujours mieux donc engager avec vos internautes et donc finalement de les accompagner sur tous les supports de lecture qu'ils peuvent avoir. Voilà, donc on a passé beaucoup de temps donc sur cette slide, mais vraiment donc c'est une des slides les plus importantes aujourd'hui, enfin qu'on voulait vous partager. Donc vraiment c'est monitorer la performance et donc les différentes métriques clés que vous pouvez avoir donc sur votre site
afin de vraiment d'avoir cette introspection profonde et objective sur le comportement de vos utilisateurs sur vos différentes pages. Voilà. Et aujourd'hui, donc en fait, Analytics vous permet donc de pouvoir analyser donc le chemin plus ou moins classique, traditionnel de vos internautes sur vos pages. Donc dans notre exemple, le fil rouge, ça peut être par exemple, vous le voyez à gauche, accéder à la page d'accueil de prime abord et ensuite donc consulter une liste d'articles avant donc de terminer, avant que l'internaute termine sa visite sur des pages forums où potentiellement il peut donc engager, participer donc à des débats, des commentaires. Voilà. Donc l'idée en plus c'est de toujours rester dans la simplicité. Et aujourd'hui il y a cette métrique clé en fait du côté agence, c'est pas plus de 3 clics du côté internaute pour qu'il accède en fait à l'information. Donc dès lors que le parcours se complexifie, en fait on prend le risque d'augmenter le taux de rebond et vraiment donc de complexifier le chemin de l'utilisateur et par conséquent de le désengager et donc d'avoir une fréquence de visite beaucoup moins régulière. Okay. Pour un site de news par exemple, on va se rendre compte qu'il y a un article bien précis par exemple sur les nouvelles technologies, la sortie d'un appareil électronique. On va se rendre compte que le visiteur va arriver sur cet article, il va regarder justement le contenu de cet article, tout d'un coup il va se rendre compte que finalement il va cliquer sur l'article connexe, l'article qui est sous l'article justement, un lien de redirection, on va avoir une deuxième page qui va s'ouvrir, finalement on va retourner sur la page d'accueil. Donc en fait un chemin du visiteur comme ça peut devenir un chemin très commun sur votre site, et l'idée derrière ça c'est de prendre des décisions par rapport à ce type de chemin. Est-ce que je ne vais pas mettre plus en avant du contenu relatif à la nouvelle technologie sur cet article? Est-ce que je ne vais pas proposer des partenariats d'affiliation avec des produits électroniques pour cet article? Voilà, donc toutes ces décisions peuvent être prises en compte justement par rapport à ce chemin bien commun du visiteur. Donc ceci en fait vient boucler donc la partie écoute et donc compréhension de vos internautes. Donc ce sont vraiment des étapes cruciales, importantes et donc qui sont nécessaires en fait afin de mieux justement engager avec vos utilisateurs. Donc en fait aujourd'hui, vous le savez, donc il y a une offre de plus en plus pléthorique en termes de contenu sur le web, et donc votre métier finalement, j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement donc créer du contenu singulier, du contenu unique, et donc c'est également créer du contenu de la manière la plus engageante possible avec vos internautes. Et ça vraiment c'est un aspect fondamental aujourd'hui donc de ce training-là, c'est qu'aujourd'hui créer du contenu c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc aujourd'hui il faut aller au-delà de la création de contenu et vraiment donc d'engager de manière vraiment unique. On parle de Web 2.0, où en fait finalement les internautes sont beaucoup plus participatifs, beaucoup plus collaboratifs. Et aujourd'hui donc c'est bien ça l'idée, donc d'engager avec vos internautes. Voilà, donc on a beaucoup insisté sur la dimension engagée. Et en fait donc là maintenant on va analyser 7 leviers donc qui vous permettent finalement de davantage captiver votre audience et de beaucoup plus engager avec eux. Donc le premier levier, c'est le contraste. Donc là en fait on a un exemple précis, un exemple concret, c'est la page Chromebook, donc c'est la homepage de la page Chromebook. Et donc quand vous regardez cette slide et que vous posez donc la question suivante, qu'est-ce qui apparaît en premier? Je pense que la réponse qui vous vient à l'esprit, ce qui apparaît en premier sur cette page-là, donc c'est le titre, The New Acer Chromebook. Donc l'idée c'est que finalement Google Chrome, dans sa stratégie de communication, a voulu donc prioriser donc, le titre comparé à l'ordinateur, au produit lui-même. Okay. Également, donc, tout a été représenté sur un fond blanc, de manière justement à mettre en avant le produit lui-même, mais également donc, à souligner que ce produit est un nouveau produit. Ce n'est plus l'ancienne version. Donc en fait, là, on voit bien, on a un bon exemple concret, en fait, où l'éditeur, en fait, Google en l'occurrence, lui-même, donc à jouer sur le contraste afin justement donc de promouvoir certaines informations en premier. Voilà, donc on voit bien que le titre a une place prépondérante. Deuxième levier en fait, donc, que vous pouvez utiliser à l'échelle de votre site, c'est évidemment la taille. Donc là, une fois de plus, on va faire l'exercice d'analyser l'image qu'on a à l'écran. Et donc, quelle est la partie de l'image qui saute le premier aux yeux?
Et finalement, donc, la partie d'image qui saute le premier aux yeux, c'est la partie en haut à gauche, en fait, où on a une taille qui est plus grande que le reste des autres images, hein, également donc, avec un coloris qui est quelque part différencié. Donc aujourd'hui, en fait, la taille, il faut l'associer, donc elle est proportionnelle à l'importance de l'information. Donc sur votre site, si aujourd'hui donc vous avez des informations qui sont plus importantes pour vos internautes que les autres, et qui sont déterminantes pour eux, la recommandation ici, donc vraiment, c'est de leur donner une place prioritaire et privilégiée. Là, c'est un point important que souligne Jean-Régis, c'est que on ne va pas vous expliquer comment présenter votre site, c'est pas notre place aujourd'hui, mais le point important, c'est que on l'oublie assez souvent, mais la taille est très importante. Vous avez une information que vous voulez placer en premier et dans l'imaginaire du visiteur, n'hésitez pas à la mettre en plein au milieu de votre site, dans les endroits les plus chauds, parce que c'est ce que va voir le visiteur. Vous allez sur n'importe quel site du top 1000 français, vous allez vous rendre compte que l'information qui est la plus, qui est visuellement impactante, c'est l'information qui est forcément la plus grosse. Et derrière, c'est qu'il y a une stratégie justement de souligner l'importance de cette information et de montrer au visiteur ce qu'on a envie de lui montrer, tout simplement. Et notamment donc l'analyse qualitative et quantitative des informations sur le comportement de vos internautes permet vraiment donc, de hiérarchiser, comme a dit Valentin, en fait, quelles sont les informations les plus importantes pour eux. Et donc, effectivement, sur le top 1000 français, sur le top 100 du marché français, vous retrouvez donc ce type de bonnes pratiques. Voilà, donc là, en fait, on voit bien que c'est tout en haut. Un troisième levier important, donc c'est la répétition et l'alignement des informations. Donc aujourd'hui, on a tous vécu l'expérience d'aller sur un site internet et donc d'être complètement noyé dans l'information, de ne pas vraiment savoir en fait donc quelle est la cohérence sur cette page-là. Donc aujourd'hui, l'idée, donc là on a pris l'exemple de la page de résultat donc de Google. Et en fait, donc là par exemple, on a le site du New York Times qui apparaît donc tout en haut de la page de résultats. Et en fait, donc ici, on retrouve, là, encadré en rouge, donc une répétition des informations et leur alignement. Donc l'idée vraiment, c'est de simplifier la lecture et la prise d'informations pour l'internaute, et ainsi donc en fait de lui faciliter les actions dont vous attendez qu'il prenne. Okay. Également, donc, le quatrième levier qui est assez connu, donc vous pouvez voir sur plusieurs sites aujourd'hui, en fait, donc c'est utiliser donc l'espace blanc. Aujourd'hui, donc utiliser un espace blanc, donc là on a l'exemple de la page d'accueil Google. In fine, donc c'est de valoriser certaines informations plutôt que de les peut-être noyer et donc d'éviter un effet arbre de Noël avec d'autres informations. On va prendre un exemple concret. Donc aujourd'hui, donc Google, il y a déjà 14 ans, ils ont fait donc le choix d'avoir un espace blanc et donc vraiment une présentation graphique simplifiée, donc avec la mise en avant du moteur de recherche, avant donc la mise en avant d'autres informations. On peut le comparer. J'imagine qu'il vous vient à l'esprit d'autres exemples plutôt donc de moteur de recherche, mais avec donc plutôt des portails d'information, où là, vous allez retrouver des informations comme la météo, des articles de presse, etc. En fait, le choix stratégique qui a été, donc, ce qui a fait le succès de Google, donc c'est notamment cette simplicité et donc vraiment de jouer sur le contraste et la mise en avant donc peut-être de l'information la plus importante sur la page. Exactement. Tout dépend en fait de votre stratégie, de votre business model. Si vous avez une information que vous voulez mettre en avant, à vous justement de mettre de l'espace blanc tout autour. Si vous avez une autre information que vous voulez mettre en avant aussi, il faudra jouer sur les deux tableaux. Et bien sûr, c'est un choix qui vous aidera. N'hésitez pas à mettre de l'espace blanc. Donc, cinquième levier, c'est l'unité. Et par unité, en fait, on l'entend de deux manières. Donc, c'est l'unité de l'information déjà entre les différentes catégories de votre page. Donc, imaginez si vous possédez donc un site de e-commerce, donc c'est reproduire la même expérience utilisateur sur les pages manteaux que sur les pages chaussures, par exemple. Et donc, l'idée, c'est vraiment donc de pouvoir faciliter en fait la mémorisation donc de votre site et de son architecture par les internautes, afin donc justement qu'ils soient davantage familiers donc de votre site
et par conséquent donc d'en faciliter la navigation et indirectement aussi donc pouvoir favoriser et maximiser le nombre de ventes de produits sur vos pages. Également, donc en fait, on parle d'unité entre les différentes catégories. Donc dans l'exemple fil rouge, c'est entre tout ce qui est chaussures et manteaux, par exemple, mais également à travers les plateformes. Donc aujourd'hui, en fait, on voit très bien, et si vous allez dans votre compte Analytics et même le compte AdSense dans le rapport de performance, vous pourrez voir, en fait, aujourd'hui, donc le mobile et les tablettes représentent déjà une part significative de votre trafic. Et bien aujourd'hui, donc l'idée, c'est de pouvoir donc reproduire cette même expérience qualité, cette même expérience utilisateur à travers les différentes plateformes. Je pense qu'aujourd'hui, dans les 6 derniers mois, on a tous été dans cette situation en fait où on a été consulter un de nos sites préférés sur le mobile, mais malheureusement, il n'y avait pas de site mobile créé par l'éditeur, et par conséquent, une expérience utilisateur donc vraiment décevante, et on a dû consulter un site concurrent. Aujourd'hui, un des messages qu'on a envie de partager avec vous, qui est important, c'est donc justement de ne pas oublier donc ce virage technologique entre le desktop et le mobile, et donc de bien être présent sur les différentes plateformes et de reproduire la même qualité d'expérience à travers tablette, mobile et desktop. Et une fois de plus, en fait, donc ça vous invite à prendre déjà à mener une réflexion par rapport à votre stratégie d'entreprise et la vision que vous avez donc de votre business model, mais également donc à prendre des actions concrètes pour justement continuer à engager et fidéliser vos internautes. Je te coupe 2 secondes. Il y a un point important aussi à souligner, c'est que dans cette idée d'unité, on entend de plus en plus parler de responsive design, du design réactif justement, entre les différentes plateformes. C'est un phénomène qui est très en vogue, donc on le pousse un maximum. On a eu d'ailleurs pas mal de questions sur le Dory avant l'événement, donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette expérience, parce que c'est vraiment pas mal. Vous pouvez vraiment proposer le même type d'expérience sur plusieurs plateformes différentes justement en étant réactif par rapport au format du site sur le site justement sur l'ordinateur de l'internaute. Donc voilà, donc c'est l'exemple typique justement d'unité que vous pouvez utiliser sur le responsive. Tout à fait. Alors, le 6e levier, en fait, donc concernant l'engagement et comment captiver en fait donc votre audience, donc c'est l'équilibre et la structure donc de vos pages et de votre site. Donc aujourd'hui, enfin donc si on prend l'exemple des pages donc de résultats Google, en fait on voit bien que ces pages-là, en fait elles sont construites sur une structure claire qui est toujours la même. Donc sur une grille avec 3 colonnes, une colonne de gauche, vous avez donc en fait Google et donc les différents services que Google propose aux internautes. La colonne du milieu, en fait, on va retrouver donc les résultats naturels de la recherche. Et sur la partie droite, isolée, en fait, on retrouve les annonces sur la partie moteur de recherche. Et donc, le fait d'avoir cette structure donc en 3 colonnes permet vraiment donc en fait de booster, enfin de toucher l'information donc auprès donc auprès des internautes. Par conséquent, de la rendre beaucoup plus visible. Donc aujourd'hui, on connaît voilà, le succès des annonces Google sur la partie moteur de recherche. Donc le fait qu'elle soit, disons, un peu en marge sur la partie droite, ce n'est pas sans relation en fait avec le succès donc, de Google, puisque aujourd'hui, donc voilà, ils ont vraiment isolé une partie importante en fait de l'information, afin justement donc de la rendre plus visible. Voilà. Et donc l'idée derrière ça, en fait, c'est vraiment donc d'avoir une colonne vertébrale cohérente pour votre site et vraiment donc, qui repose sur une structure qui est identique de page à page et éventuellement à travers les plateformes. Privilégier les colonnes. N'hésitez pas à faire vraiment au plus simple pour que le visiteur ait la possibilité de naviguer d'information en information de la façon la plus simple possible, qu'on n'ait pas de mouvements déstructurés, qu'on ait vraiment l'information qui défile assez facilement. Et là, justement, si vous avez une information que vous voulez mettre en avant, eh ben, sortez de ce cadre, sortez de cette grille, justement, et ça se fera naturellement. Vous aurez cette information qui sera faite. Exactement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est un lien intéressant avec donc, le 7e levier et le dernier, donc pour captiver votre audience. En fait, donc c'est surprenez et captivez vos internautes.
Pourquoi? Parce qu'en fait, donc aujourd'hui, enfin, vous le savez, on est passé donc du web 1.0 en quelque sorte au web 2.0. Donc finalement, en fait, accéder au contenu, c'est devenu commun, c'est devenu quelque chose de banal. On attend en fait du web qui nous délivre l'information qu'on attend. Maintenant, l'idée, c'est plutôt de quelle manière en fait on va pouvoir personnaliser cette relation-là et la rendre beaucoup plus fun, beaucoup plus agréable. Donc là, en fait, on a un exemple toujours avec le moteur de recherche Google, en fait, où l'internaute fait la recherche, donc combien de cornes possède une licorne. Donc là, la réponse ne se fait pas de manière littéraire, mais donc la réponse se fait de manière mathématique, avec donc cette calculatrice qui apparaît. Vous avez voilà donc surligné le signe égal et en résultat donc le chiffre 1. Donc l'idée voilà, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous avez créé depuis plusieurs années, ce qui fonctionne, a été donc est toujours viable aujourd'hui. Par contre, en fait, on entre dans une nouvelle ère où c'est non plus l'accès à l'information, mais donc engagé avec l'information. Okay, et donc les internautes sont de plus en plus également volontaires et de plus en plus ouverts à la collaboration, à la participation. Et donc voilà, c'est un point important donc à garder à l'esprit, afin donc d'offrir toujours une nouvelle expérience utilisateur et de se renouveler nous en tant qu'éditeurs pour toujours donc engager avec les internautes. Je vous invite d'ailleurs à faire une petite recherche, trouver Chuck Norris sur Google. Vous aurez une belle surprise. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les blagues sur Chuck Norris, mais voilà. Donc vous faites une petite recherche, trouvez Chuck Norris sur Google et puis vous devriez normalement être surpris par la résultat que vous avez trouvé par le moteur de recherche Google. Et c'est dans cet esprit en fait qu'il faut vraiment se mettre dans votre business model. Vous allez proposer une information. Pourquoi pas surprendre le visiteur et le fait qu'il soit surpris, il va y avoir un buzz, il va en parler autour de lui, vous allez avoir une image positive après cette expérience sur votre site et voilà, c'est une bonne pratique à mettre en place. Donc ensemble en fait on vient de revoir beaucoup d'informations, donc si on récapitule en fait on a défini l'expérience utilisateur, on vous encourage vivement en fait donc à vraiment écouter et donc peut-être réécouter vos internautes, vraiment donc comprendre en fait quelles sont leurs attentes principales et qu'est-ce qui fait que vos internautes viennent sur votre site et pourquoi pas sur un site ou des sites concurrents. Et à partir de ça, donc définir différents leviers qui vont permettre de davantage les captiver et d'engager avec eux. Donc maintenant, ça nous amène en fait à vous parler donc d'un cas concret. Donc on a beaucoup pris l'exemple d'un site d'information et maintenant en fait on va switcher sur un cas donc qu'on a eu aux États-Unis. En fait donc le site s'appelle Make-up Alley. Alors Make-up Alley, pour la petite histoire, en fait c'est un site, c'est une communauté en ligne sur la beauté qui référence donc 2 millions de revues pour 130 000 produits de beauté. Et c'est un site qui n'est pas né hier, puisqu'en fait donc il a été créé en 1999 au démarrage du web. Et donc qui a adopté AdSense depuis 2003, donc dès le lancement d'AdSense sur le marché. Voilà. Et donc Make-up Alley, qui est un ancien du web, s'est posé des questions. Aujourd'hui, de quelle manière je peux davantage engager avec mon audience et leur offrir la meilleure expérience en termes de communauté de beauté en ligne. Alors, en termes d'approche méthodologique, Make-up Alley donc, a fait un travail vraiment rapproché avec un autre consultant aux États-Unis qui travaille dans l'équipe AdSense, évidemment. Et donc, ils se sont posés, ils ont défini 4 étapes clés. La première, donc, c'est se définir les objectifs. Donc, on l'a dit précédemment, l'objectif principal de Make-up Alley, c'était vraiment donc de renouveler, de recréer l'expérience utilisateur et donc d'avoir beaucoup plus d'affinité avec ces internautes. Donc à partir de ça, ils ont défini donc 2 priorités clés. La première, donc c'était vraiment d'améliorer l'expérience sur les pages produits, et que on l'a dit, ils ont 130 000 références. Aujourd'hui, c'est vraiment la raison pour laquelle en fait les internautes visitent ce site-là, c'est consulter donc des fiches produits et donc revoir des commentaires et des annotations de produits. Et donc la deuxième priorité, c'était donc améliorer la page de destination principale, là en fait où la majorité donc du trafic arrive, voilà, donc afin de diminuer le taux de rebond.
comme on l'a vu précédemment. Et donc, à partir en fait, de ces objectifs et de ces priorités, donc les actions qui ont été prises, et on va le voir donc, en fait, sur la slide d'après, qui compare en fait, l'ancienne version versus la nouvelle version du site. Et donc, ça a été donc, de regrouper et étiqueter le contenu relatif aux produits et les liens affiliés. Donc, vraiment de faire ce travail en fait, de regroupement et d'alignement de l'information, mais également donc, de jouer sur le contraste et sur une expérience simplifiée, donc vraiment d'épurer le design, afin donc au final de faire ressortir donc des métriques clés pour les internautes, comme par exemple la note donnée au produit. Donc il s'est avéré que en écoutant de manière quanti et qualitative leurs internautes, ils sont venus à la conclusion suivante: la note donnée au produit de cosmétiques est l'une des informations la plus importante que recherche l'internaute, et par conséquent, on devrait peut-être en augmenter la taille. Et on verra plus tard que ça a été le cas. Et enfin, donc évidemment, puisque donc leur modèle économique est basé donc sur les liens d'affiliation, également donc sur les revenus publicitaires AdSense, de booster donc leur performance économique. Alors, les résultats ont été les suivants. Ils ont été très satisfaisants. Donc, premièrement, c'était donc plus 171% d'interaction sur le site. En fait, là, il faut comprendre que les internautes cliquent 2 à 3 fois plus en fait sur les pages du site et sur les liens du site. Donc, on voit bien que l'objectif du Make-up Palais a été réussi dans ce sens-là, de la manière en fait où les internautes engagent beaucoup plus avec le contenu des pages. Également, en fait, on l'a dit, augmenter, donc garantir la croissance des revenus était donc une partie importante. Et bien, donc aujourd'hui, on a eu plus 21% de clics sur les liens affiliés après donc la refonte de la charte graphique du site. Et donc d'un point de vue AdSense également, on a eu donc une croissance des revenus de plus 50%. Voilà, donc en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, ce travail vraiment d'analyse et donc et on en vient directement en fait à voilà, l'exemple en fait entre l'ancienne version et la nouvelle version. Donc là, en fait, hein, comme on voit, donc ce travail d'analyse a permis donc de mettre en place les recommandations et qu'elles soient pertinentes. Donc là, en fait, on voit bien que par exemple, on a la bannière donc leaderboard qui a été descendue donc en dessous du menu, et le menu donc a été rehaussé donc au niveau de la page. Comme on l'a dit en fait précédemment, la partie annotation des produits, qui est vraiment un facteur clé pour ce site-là, a été donc davantage valorisé. Donc la taille en a été augmentée. Sur l'ancienne version du site, on ne voit même pas en fait la note du site, et également donc, le taux de rachat potentiel. Donc ces informations-là vraiment ont été repositionnées de manière prépondérante. Également donc le troisième aspect, donc on l'a vu précédemment, c'est la capacité en fait à aligner et à répéter les mêmes informations. Donc là en fait on voit qu'il y a eu plus de 21% de clics sur les liens d'affiliation, et donc ça se voit très clairement puisqu'en fait donc leur positionnement a été rehaussé au niveau de la page, et deuxièmement ils ont été alignés. Voilà. Donc là il y a une vraie expérience utilisateur qui a été donc introduite. Et également donc en fait on voit là en bas à droite, ils ont donc créé une liste des top produits qui ont été achetés sur le site. Parfait. Voilà, donc Make-up Palais, c'est vraiment un cas assez simple qui va vous montrer que en mettant en place des dispositifs de mise en avant du contenu important pour le visiteur, d'alignement, etc., on va tout simplement booster votre business model et pourquoi pas vos revenus AdSense, tout simplement. Alors, une fois que vous avez compris et que vous avez captivé justement tous vos utilisateurs, l'idée aujourd'hui, c'est bien sûr de les engager. On en a parlé, on prend l'exemple justement d'un site d'information, d'un site de news. Je suis un utilisateur, j'arrive sur un article, je lis justement l'article. Une fois que j'ai trouvé ce que je recherchais, pour vous, votre objectif maintenant, c'est de le garder. C'est de le garder, et comment vous allez faire pour le garder? C'est de lui proposer des informations connexes, des informations qui peuvent avoir un rapport avec le contenu proposé, des solutions complémentaires, des produits. Enfin, tout ce que vous pouvez faire, en tout cas, c'est de lui proposer du contenu supplémentaire. Nous, c'est ce qu'on fait de notre côté avec le Chrome Store ou le Play Store.
de services proposés par Google. À chaque fois qu'on va télécharger un produit, on va toujours avoir des propositions de produits connexes, donc en rapport avec ce qui avait été déjà téléchargé par d'autres utilisateurs, etc. Donc n'hésitez pas à rajouter du contenu à la fin de vos articles, à la fin de vos pages, pour garder vos visiteurs, pour augmenter le nombre de pages vues, pour améliorer son expérience. Dialoguer avec vos utilisateurs. Jean-Régis en parlait tout à l'heure très bien. L'idée, c'est de communiquer avec vos utilisateurs par différents canaux. Alors, vous pouvez soit envoyer des newsletters, soit envoyer des flux RSS en restant connecté justement avec vos utilisateurs. Donc, profitez-en. Il existe de plus en plus de plateformes. Alors, on va faire un peu la promotion de notre réseau social Google+. Profitez-en, créez votre page et puis interagissez avec vos utilisateurs. C'est un très bon moyen justement de garder contact et puis surtout de comprendre un peu l'évolution de leurs expériences et de voir comment ça se passe de leur côté. Voilà, donc newsletter, réseaux sociaux, allez-y. Pour ce qui est des commentaires, aujourd'hui, forcément, vous allez avoir des commentaires, des avis, des évaluations pour vos produits. Alors, peut-être que ça n'est pas déjà mis en place, mais n'hésitez pas à le faire, parce que c'est une chose qui est très importante. D'une part, ça va donner aux utilisateurs une image de vos produits. Ça va donner de la cohérence, ça va être plus objectif que votre propre évaluation. Donc, l'idée, c'est de jouer sur les deux tableaux. Proposer une note proposée par les utilisateurs, proposer votre propre annotation, et ensemble, ce duo gagnant va vous donner en fait une certaine qualité, une certaine richesse de l'information pour vos utilisateurs. Autre chose, vous avez sûrement beaucoup de visiteurs uniques ou d'utilisateurs en ligne en ce moment. C'est un peu dommage de le cacher justement aux autres utilisateurs. Moi, j'arrive sur un site internet, je vois qu'il y a beaucoup d'utilisateurs connectés. Ça me donne envie de rester, ça me donne envie de comprendre pourquoi. Donc, je vais aller un peu plus loin et je vais avoir peut-être une meilleure expérience et plus de pages visitées. Donc, profitez-en et laissez justement parler vos utilisateurs. Leurs commentaires pourront en attirer d'autres, justement. Un quatrième point qui est assez important, ça va être justement la recherche. Alors, vous êtes un utilisateur, vous arrivez sur un site internet, vous recherchez un contenu, un produit bien particulier. Ce qui va être dommage, ça va être justement de ne pas trouver ce produit directement sur la page de destination, la deuxième page, la troisième page. Je suis sur le point de sortir du site et là, en fait, c'est maintenant que le moteur de recherche a tout son intérêt. Vous proposez un moteur de recherche et c'est un peu la dernière chance, le dernier espoir justement pour garder l'utilisateur, lui laisser une chance de trouver sur votre site le contenu qu'il recherche. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est d'en placer sur toutes vos pages, à des endroits bien précis où l'utilisateur a une connaissance de cette localisation et justement de lui laisser une chance de rester un peu plus. D'ailleurs, Google propose un moteur de recherche qui s'appelle AdSense pour la recherche, donc vous pouvez le mettre en place. Ça vous permettra d'avoir un moteur de recherche, la technologie Google sur votre site et même de gagner un peu d'argent puisqu'il y aura aussi des publicités Google. Un cinquième point, la personnalisation. Alors, c'est un sujet qui me tient bien à cœur parce que j'aime bien en fait. Je trouve que c'est vraiment un projet qui est assez passionnant, qui est de plus en plus répandu sur le web. C'est le fait de donner les clés en fait du design de votre site, de l'expérience à vos utilisateurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je suis arrivé sur un site il y a peu de temps, sur un site e-commerce, et il y avait de la musique. Et il y avait de la musique et je pouvais changer moi-même la musique justement de fond. Et je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial parce que c'était pour moi un moyen de garder le contrôle et tout simplement de booster mon expérience avec mes propres envies. Donc, n'hésitez pas à proposer ce type de service à vos utilisateurs. Ça peut commencer tout simplement par un changement de fond, un fond d'écran, un changement de couleur, assez simplement. Mais donnez cette possibilité, le visiteur se sentira un peu plus dorloté et aura envie de revenir pour continuer son expérience. Alors, tout de suite, je suis très heureux d'accueillir Julien Fallu. Bonjour Julien. Bonjour. Oui, bonjour. Julien qui est le directeur partenaire de Google. Merci Julien d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. C'est normal. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On voulait avoir une expérience, témoigner c'est un peu le blog, comment tu peux partager avec nos autres partenaires les actions que tu as mis en place pour ton expérience utilisateur. Donc, Julien, alors, ExtraBlog, c'est un réseau social dédié à celles et ceux qui veulent vivre à l'étranger.
C'est un site que j'ai monté il y a 8 ans aujourd'hui, ça fera 8 ans dans début mars. Donc c'est une plateforme communautaire qui permet aux expatriés de partager leur expérience avec ceux qui veulent vivre à l'étranger. Voilà. En quelque sorte, on fait le pont entre celles qui veulent partir et ceux qui sont déjà sur place. D'accord. Donc moi demain je pars expatrié, je crée mon blog et puis je fais la promotion de la vie de ça. Voilà, on peut très simplement accéder à la communauté, à d'autres membres qui sont vraiment à l'autre côté de la planète. Juste en créant un compte, on peut partager avec eux, poser beaucoup de questions, trouver tout un tas d'informations sur la vie à l'étranger, et tout aussi bien de l'emploi, enfin des offres d'emploi, des offres de location ou de colocation à l'autre bout de la planète. On peut trouver des blogs d'expatriés sur lesquels les gens partagent leur expérience, tout un tas de choses, voilà, pour les expats. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu travailles avec nous d'ailleurs, Julien? Ça doit faire depuis 2008, je pense. Un petit bout de temps, Ça d'accord. fait que- Sur Google AdSense? Il y a d'autres produits peut-être? Sur AdSense, bon, avant ça, je travaillais avec Google pour de l'AdWords, donc on va dire que je travaille avec Google depuis vraiment très longtemps, je pense 2003. Mais sur Expat Blog, ça va être 2007-2008. D'accord, très bien. Question un peu business du coup. C'est quoi tes objectifs professionnels pour 2013? Bon, les objectifs, c'est de faire grandir la communauté. Bon, là, on est à peu près à 600 000 membres. On espère atteindre les 1 million de membres bientôt. Voilà, faire grandir l'entreprise et toute l'équipe qui est là. Donc, nous sommes une équipe de 15 personnes aujourd'hui. Bon, on envisage de grandir à nouveau. On envisage d'aller sur le mobile, qui est vraiment indispensable aujourd'hui. Et donc, bon, j'investis pas mal là-dedans. Voilà, et de répondre au mieux aux attentes de nos membres et de celles et ceux qui veulent vivre à l'étranger. Super. Et en termes d'expérience utilisateur, est-ce que j'ai bien compris que tu avais eu quelques objectifs? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors les premiers objectifs, ça va être de faire en sorte que les gens qui consultent le site deviennent membres pour pouvoir leur proposer une expérience utilisateur un peu plus approfondie, pouvoir aller plus loin avec eux et mieux les accompagner dans leur projet de vie à l'étranger ou dans leur vie à l'étranger. Voilà. Donc l'ensemble du site est proposé gratuitement. Les gens peuvent utiliser toutes les fonctionnalités et consulter tous les contenus gratuitement. Le seul truc, c'est que s'ils veulent poser des questions ou avoir accès à l'interactivité du site, il faut créer des comptes. Et donc voilà, l'intérêt pour nous, c'était de faire en sorte que les gens deviennent membres pour pouvoir ensuite pouvoir les suivre sur le long terme. D'accord. Et tu avais un objectif justement du nombre de pages vues, d'interaction avec les visiteurs? On souhaitait augmenter nettement le nombre de membres inscrits par jour et faire en sorte aussi d'améliorer le nombre de pages vues par utilisateur. D'accord. Parce que forcément, il y avait une corrélation entre le nombre de pages vues par visiteur et forcément les revenus AdSense, enfin les revenus dégagés pour le business tout simplement. Tout à fait, oui, tout à fait. D'accord. Alors, nous, on a un screenshot justement du site tel qu'il était l'année dernière. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu ce que je vois en tout cas, je vois bien un membre. Et puis voilà, donc qu'est-ce qui se passe depuis? J'ai pas bien entendu la question, pardon. La question, c'est de savoir quelles sont les actions que tu as mises en place pour atteindre tes On s'est posé de réelles questions justement, à propos de ce bouton qui était là depuis quelques années et qui n'était pas assez présent, en fait. On s'est dit, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire pour le mettre plus en avant et faire en sorte qu'il soit plus visible et plus cliqué. Donc l'idée, c'était de mesurer, en fait, la performance de boutons différents. Voilà, on a réalisé de l'A/B testing avec pour objectif de compter combien de personnes ont cliqué sur ce bouton sur différentes versions et de pouvoir par la suite mesurer combien de comptes étaient effectivement créés ou non de par le clic sur ce bouton. D'accord. Bon, on va voir ce qui a été mis en place du coup après. Donc la bonne nouvelle, c'est que on va parler d'interaction. Tu as rajouté des liens.
Oui, en dessous de la carte, on avait aussi des liens qui invitaient les gens à de suite naviguer, à rentrer de suite sur le site. Voilà, bon, quand on parle à l'étranger, on va forcément se diriger vers un pays. On passe de suite, voilà, ben, je veux partir au Canada, en Australie, en Nouvelle-Calédonie ou à l'autre bout du monde. Donc il faut de suite se retrouver le plus vite possible sur le pays qui correspond à nos attentes. Donc on avait mis une map, enfin une carte du monde, et avec en dessous les différentes zones, euh, voilà le découpage en fait du monde, on va dire, qui est en dessous de la carte. On s'est rendu compte qu'en remontant ces destinations, en les mettant sur la gauche, c'est quasiment plus 40% de clics, et ça veut dire que la navigation a été vraiment facilitée de par quelque chose de très simple, je dirais de quasi évident, mais ça a vraiment apporté une expérience utilisateur différente et amélioré vraiment le process chez nous. D'accord. Donc l'alignement justement des liens que tu voulais mettre en avant a fait justement les utilisateurs à cliquer, simplement à augmenter En effet, D'accord. en effet. Un deuxième point important, donc c'est surtout pour ton business, devenez membre. Un changement de taille de bouton. Voilà. On a vu que le bouton était en dessous la petite animation participer sur les forums. Là, on a remonté le bouton, on a mis le devenez membre en majuscule et on a vu que de suite, mais ça c'est vu vraiment en 2 semaines, on avait 20% de clics en plus sur le bouton et donc 20% de membres en plus, ce qui est assez énorme. Là, c'est énorme. Tout ça juste en jouant sur le contraste, c'est la taille. C'est fou, quand même. Voilà, voilà. C'est très simple en fait, c'est pas des changements, on n'a pas besoin de refaire complètement son site. Déjà en adoptant quelques petites règles et quelques conseils, en écoutant quelques conseils qu'on pourrait avoir, voilà, on peut vraiment améliorer l'expérience utilisateur sur nos sites. Super, super. Bon, bah, c'est parfait. Donc, c'est ce qu'il faut retenir au final. Des mises en place simples de tests A/B testing, justement, sur des objectifs long terme, peuvent avoir justement un gros impact. L'alignement, la taille, le contraste. C'est autour de nos partenaires justement, de tester et de faire ce type de mise en place. Voilà, je dirais qu'il faut vraiment avoir une approche de test systématique et je dirais même que quand on commence à tester, on n'a plus envie d'arrêter. Quand on réalise vraiment l'impact en fait que peut avoir un test utilisateur, c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer après. Parce que même pour 5 ou 10%, ça vaut le coup de faire un test et d'essayer d'améliorer la performance. Je comprends. Donc le mot à retenir, c'est tester et tester. C'est bien ça? Voilà, Très bien. Bon, je le répéterai 3 fois. c'est notre esprit. Parfait. Merci Julien, on va continuer notre présentation et puis on reviendra en fin de présentation. Ça marche, merci. On arrive presque à la fin justement de notre présentation. Il y a juste une toute petite dernière partie qui est importante. On parlait de tests et justement on en discutait avec Julien. L'important c'est de tester. Donc pourquoi tester? Tout simplement pour avoir des résultats probants, des résultats positifs sur vos actions et comprendre où sont vos leviers d'action et avoir un point de vue objectif. C'est vrai que l'A/B testing est la meilleure façon d'avancer pour améliorer votre expérience utilisateur. Vous aurez des résultats fiables et puis en plus, vous aurez justement cet esprit d'optimiser jour après jour votre site pour arriver à un résultat optimum. Vous avez deux types de tests aujourd'hui. Vous avez l'A/B testing qui est très connu, très répandu justement chez nos amis webmasters. Vous pouvez aussi faire des tests multivariables. Donc chaque test a ses avantages et ses inconvénients. L'A/B testing est assez simple, c'est facile à mettre en place. Ça ne demande pas beaucoup de travail. Par contre, le problème, c'est que vous pouvez mesurer qu'une seule variable à la fois. Forcément, c'est de l'A/B testing. Donc, si vous voulez juste tester une couleur, un emplacement, etc., on recommande l'A/B testing. Par contre, dès qu'on rentre dans un cadre plus large de test avec plusieurs variables, il y a forcément la mise en place d'un test multivariable. C'est un test qui est forcément plus complet, mais qui demande plus de travail, plus d'outils de monitoring et forcément plus de tests, plus de paramètres et de choix à mettre en place. Donc ça demande beaucoup de travail. Mais bon, à vous de trouver justement le test qui vous convient le mieux. Moi, je vous recommande de commencer par un A/B test lambda pour vous familiariser avec la solution. Et puis ensuite, si vous vous sentez prêt, lancez-vous dans le test multivariable. Hop.
best practice pour lors des tests, bon, bah, essayez de rester spécifique et de faire des tests qui sont mesurables, measurable en anglais. Par exemple, augmenter le taux de clic, augmenter le taux de conversion, le nombre de pages vues par visiteur, etc. Des tests faciles à monitorer. Il faut aussi définir un objectif, comprendre quel est un objectif pour vous. Ça peut être votre taux de conversion dépassant les plus 10%. Diminuer de plus 10% par exemple votre taux de rebond. Ça, ce sont des bons taux de conversion, des bons tests et des bons objectifs. Alors, les outils pour tester, alors, on va faire aussi la promotion de notre outil Google Analytics qui a une puissance de feu assez impressionnante concernant le test AB, même le test multivariable, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Beaucoup de nos partenaires utilisent déjà Google Analytics mais ne savent pas que cet outil propose justement le test de contenu, experiment en anglais. Donc lancez-vous, ça marche plutôt pas mal. Vous avez un autre outil à tester, ça s'appelle Optimize, c'est un outil externe, donc vous pouvez aussi jeter un coup d'œil. Et vous avez aussi bien sûr les plugins proposés par WordPress, Drupal et Joomla. À vous de voir ce que vous pouvez faire. Commencez par Google Analytics si vous avez déjà Google Analytics. Bon, on arrive à la fin de notre présentation. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Il faut retenir que on a de plus en plus de questions de nos partenaires demandant voilà, comment je fais pour augmenter mon trafic, comment je fais pour avoir un meilleur référencement, etc. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Nous, notre réponse est assez globale. Rechercher l'intérêt de l'utilisateur. C'est le point le plus important. Jean-Régis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Alors tout à fait, en fait, aujourd'hui, la création du contenu, et vous le savez bien en tant qu'éditeur, enfin, donc ça permet d'améliorer votre référencement dans les résultats de recherche. Donc la création du contenu est vraiment très importante. Maintenant, ce n'est plus suffisant. Et je dirais que la mise en avant du contenu, donc c'est l'autre enjeu clé du web aujourd'hui. Et donc, on peut également penser à tous les sites de musique qui se sont créés donc, sur les 2-3 dernières années, qui réinventent en fait donc, la mise en avant donc, du contenu musical. Et donc, finalement, on se rend compte que ces nouveaux acteurs ont rapidement donc, réussi à prendre beaucoup de parts de marché sur le web, simplement donc, en proposant le même contenu, hein, puisqu'on passe les mêmes contrats avec les majors du disque. En revanche, l'expérience utilisateur est différente. Je vais pas citer, enfin, on ne va pas citer de nom aujourd'hui pour faire pas de marque. Voilà, pas de réclame aujourd'hui à part pour Google, mais voilà, en fait, c'est l'idée. Je pense que vous avez plusieurs noms en tête, enfin, de sites de musique qui ont bâti leur succès finalement sur l'expérience utilisateur. Donc, oui, à retenir, essayez justement de vous baser sur des sites qui, selon vous, ont une bonne expérience et profitez-en pour améliorer vos différentes métriques. Et comme Julien l'a fait pour Expat-Blog, vraiment donc également soyez test pendant une période il faut vérifier l'impact. Je pense qu'un des messages aujourd'hui c'est Expat-Blog et essayer de faire des tests sur différentes intégrations. On a la partie. Julien, tu pourrais couper ton micro. Oui. Qu'est-ce qui se passe, pardon? Tu pourrais couper juste ton micro. Oui. Merci, s'il te plaît. Merci. On arrive à la partie questions. Donc, on a eu la chance d'avoir des questions pendant l'événement. Donc, profitons-en. On a eu deux bonnes questions sur l'expérience utilisateur. Alors, je vous présente Katharina qui est l'experte en expérience utilisateur. Bonjour. Donc, Katharina va pouvoir, en anglais et en français, répondre à vos questions sur l'expérience utilisateur. Donc, Katharina. Merci. So, I'm going to talk in English, but Valentine can help translate. Très bien. We have one question from Dennis, who is asking, what is the difference between the bounce rate, taux de retour, and the loyalty? D'accord. And I will quickly explain that. D'accord. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la différence entre le taux de rebond et la loyauté.
So the bounce rate describes how many users of those that land on a page leave again right away. So they only have one single interaction with the website. Donc le taux de rebond en fait définit le nombre, enfin le pourcentage d'utilisateurs en fait qui repartent après justement une seule interaction avec la page tout de suite après, tout simplement. Yes, you can see the bounce rate in analytics under the landing page report. So you can look at each of your top landing pages and find out what is the bounce rate for these main landing pages. Vous devez avoir la possibilité normalement de trouver facilement justement le taux de rebond sur les pages de destination dans vos rapports, par exemple Analytics. Loyalty describes how many users or visitors that you have on your website are new visitors or are returning visitors. D'accord. Bon, la loyauté en fait définit les pourcentages de nouveaux visiteurs arrivant sur votre site et des visiteurs anciens tout simplement. Vous savez à peu près si vos visiteurs tout simplement sont loyaux. Est-ce que vous avez un visiteur qui était là il y a 3 mois, qui est revenu il y a 2 mois, revenu encore la semaine dernière et finalement est revenu sur votre site, ou alors est-ce qu'il s'agit d'un véritable nouveau visiteur, nouveau visiteur. Yeah, and in analytics, the question was also where you can find that report. You find it under audience and then overview, and then it's just called new versus returning visitors. Donc vous pouvez trouver cette donnée dans audience ou dans on peut vous audience tout simplement. Vous trouvez ce rapport très simplement dans Google Analytics. On vous fournira le lien, il n'y a pas de souci. And to understand what the difference and what that means for you is bounce rate basically tells you, or it's something that you have to look at when you want to improve that users stay longer on your website once they arrive. So let's say you are a news website. You want users to not just read one article, but to stay and read more articles. If you are, for example, an affiliate website, you might want that users leave right away because they find an affiliate link to another website. D'accord. Donc ce qu'il faut retenir pour le taux de rebond, c'est que ce qui va être important justement, c'est de diminuer ce taux de rebond pour que le visiteur trouve vraiment ce qu'il recherche sur la page de destination. Dans certains cas, et pour est-ce que tu disais, c'était pour le... And for e-commerce websites, for the affiliate, it can be different. Pour les sites e-commerce, justement, les sites d'affiliation, ça pose pas vraiment de souci, puisqu'au final, on redirige vers des liens, et c'est ça l'objectif, justement, du CIO derrière. Yeah, so it's not, like the bounce rate is not something that you always want to increase. You can also want a low bounce rate. It really depends on your business model. Oui, c'est vrai. Tout dépend en fait de votre business model. Aujourd'hui, vous pouvez bien sûr vous focaliser sur diminuer votre taux de rebond. Ça dépend de votre business model, ou alors peut-être vous focaliser sur la loyauté. Donc, ou même les deux, tout simplement. Donc, à vous de voir. Yeah, and to understand what loyalty is about, and so loyalty is really to get users back. Like not only that when they are on your website they stay longer, but they actually return once they have left. So, for example, through things like newsletter or social media, or let users subscribe as members so they can actually come back to your website, and that's how you increase loyalty. L'idée derrière la loyauté, c'est que les visiteurs reviennent sur votre site internet. Vous pouvez utiliser différentes données ou différents outils comme la newsletter, les flux RSS, pour justement les fidéliser et les garder et les rendre loyaux, tout simplement. I hope that answers Dennis' questions. And then we have a question from Cedric, who is asking about eye tracking, if you can use eye tracking. Donc, la question de Cédric, c'est de savoir si on peut utiliser eye tracking. So eye tracking is a really good way to understand where users look at when they come to your website. Donc eye tracking est un outil très intéressant pour traquer justement le centre d'attention justement des utilisateurs sur votre site. Actually, in the AdSense Help Center, we have a link with examples of heat maps that give you a general understanding of where the average user would look at on pages or on your website. That can also give you tips on where you should place ads, because obviously you want ads also to have a good position and not be hidden from where your users actually look at. En fait, sur notre support AdSense, vous allez trouver facilement des maps, en fait, des cartes de zones chaudes où vous devriez justement avoir l'attention du visiteur, ou justement
c'est intéressant de placer votre contenu à mettre en avant ou justement de la publicité AdSense. Donc à vous justement de voir ces cartes. Moi, elles sont très générales. Chaque site a sa propre heatmap, enfin, sa propre carte chaude, mais ça peut déjà vous donner des pistes pour placer le contenu que vous voulez mettre en avant. Donc voilà, c'était les questions. Une dernière chose, on a eu des questions sur, via le formulaire Dory qui concernait justement les adblocks. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de position par rapport au adblock. C'est un phénomène qui est pour le moment minoritaire, ça représente une très très faible part de vos revenus. Donc on n'a pas encore de position et de recommandations pour les adblocks, malheureusement. Ce sera peut-être le cas dans le futur, donc restez informés, on vous tiendra au courant. Voilà, donc vous avez l'équipe expérience utilisateur devant vous. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci d'avoir été attentif. Merci surtout à Julien d'avoir été là parmi nous. Julien, le mot de la fin, tu peux en penser Le mot de la fin, ça sera penser à mesurer systématiquement les performances des outils que vous mettez en place. Le fait de mesurer, ça vous permettra de vous appuyer sur des données scientifiques, sur des données réelles et non plus sur des intuitions pour chacun de vos développements. Et ça fait une réelle différence. D'accord, merci. On prend note de notre côté aussi. Merci à vous, à bientôt. À très bientôt. Voilà, à très bientôt. Troisième émission Hangout en Air, booster votre expérience utilisateur. Merci à Jean-Régis aussi. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures. On aura encore des thèmes à développer cette année. Et puis, écoutez, oui, une dernière chose. Alors, Katharina nous disait qu'on va vous envoyer sur l'événement Hangout un lien qui va vous permettre de télécharger un document rappelant les 5 principes d'expérience utilisateur. Donc, si vous voulez avoir de la documentation écrite, n'hésitez pas à revenir dans une semaine, enfin, d'ici la fin de la semaine normalement, vous aurez un document qui va vous aider à reprendre les principes de base que vous pourriez appliquer justement à votre site. Donc, voilà. Merci à vous tous. Merci à vous et très bon après-midi. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.